Messieurs, dames, bonjour. Donc aujourd'hui, dans votre émission Qui dit vrai, on va aborder un sujet important. Aujourd'hui, on va parler du deuil et plus précisément comment se reconstruire après un deuil. Et pour ça, j'ai avec moi sur le plateau 3 invités que je vais laisser se présenter. On va commencer par mademoiselle. Alors bonjour à tous, je m'appelle Joyce et j'habite à Genève. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Astor Kilesi, j'ai 24 ans et j'habite à Bienne. Bonjour, je m'appelle Mossi Kombe, Derrick. Je suis psychologue, psychothérapeute. Je travaille à Bienne où j'habite. Je suis père de famille, 3 enfants, pas encore grand-père. Donc voilà. Donc comme vous voyez avec nous, sur notre plateau, on a un psychologue, donc à qui on pourra poser des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à nous les laisser en commentaire en dessous de la vidéo et comme ça on pourra, voilà, répondre, plus amplement. Donc pour commencer, je vais me tourner vers Joyce. D'abord voilà donc, Joyce, on parle donc du deuil. Comment est-ce que ça t'est arrivé? Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et ton vécu par rapport au deuil? Alors, moi, j'ai vécu 2 grands deuils dans ma vie et le premier deuil que j'ai vécu, c'était en 2012, c'était ma mère, fin décembre, 2012, juste avant les bonnes années et faut savoir que je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants et j'avais 16 ans. Du coup, c'était lourd, quand c'est arrivé, je connaissais personne autour de moi à qui c'était arrivé, vraiment personne, pas un ami, pas on on s'attend enfin, à 16 ans à peu près, on sait qu'à un moment donné, tu commences à savoir que un de tes parents, voilà, c'est la vie. Mais j'étais pas conditionnée à ça à ce moment-là, du coup ça m'est réellement tombé dessus. Et le deuxième deuil que j'ai eu à vivre, c'est, mon oncle, le frère de ma mère. C'était en 2016, avril 2016 et c'est bizarre, mais ça m'a atteint, mais d'une toute autre façon. Tout autant, hein, mais d'une toute autre façon. Et du coup, j'ai pas géré les deux deuils de la même façon, mais vraiment rien à voir. Ma mère d'une certaine façon et mon oncle d'une autre. Du coup, J'aimerais voilà. juste te demander, quand, on perd comme ça quelqu'un d'important comme sa mère, qu'est-ce qu'on ressent sur le moment? Enfin, est-ce que tu arrives à poser des mots sur ces sentiments qui sont, enfin, en soi inexplicables, mais voilà, enfin, comment tu pourrais décrire ça? Comme tu as dit, c'est des sentiments inexplicables, mais je pourrais en parler jusqu'à demain, mais sur le moment même, tu vas réfléchir à des petites choses comme à des grandes choses. Tu as l'impression que oh, demain, j'ai besoin de faire ci, comment je vais faire? Tu remets tout en question. Moi, pour ma part, à 16 ans, je suis mineure, je ne connais rien à la vie. Ma mère me fait tout, mon père me fait tout, enfin, je suis déstabilisée en fait. Dans le monde actuel, je suis déstabilisée. Après, j'ai quand même poursuivi mes études. Ça, c'est arrivé pendant les vacances de Noël. Et à la rentrée, je me suis pointée à l'école normale. Et j'avais quand même le ressentiment, le sentiment de... Enfin, il y a des questions des fois qu'on veut poser en fait. Tu veux poser à ta mère, tu veux poser à ton père. Ou... Voilà, moi, il y a des questions que j'aurais voulu poser. Tu te dis, enfin, je fais comment t'as vraiment l'impression d'être perdu, et que personne comprend ta douleur. Surtout, comme j'ai dit, je connaissais personne autour de moi à qui c'était encore arrivé. Du coup, des conseils ou autres, j'en avais pas vraiment. C'était moi et ma douleur, moi et ma souffrance. Et voilà, fallait que je m'en sorte. Mais du coup, je sais pas si j'ai un peu répondu, mais ouais, il y a, il y a tout tu te questionnes sur tout. Comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, si demain je me marie, si demain ceci. T'es vraiment déstabilisé, en fait. Il te manque un repère directement. OK. Et du coup, la question que je vais poser, peut-être après, notre psychologue, il pourra, intervenir. Tu dis que tu avais, personne en fait vers qui te tourner. Est-ce que tu avais pensé peut-être à un moment aller voir des psychologues ou aller voir des spécialistes, enfin genre vraiment dans Mhm. le corps, professionnel, pour en parler ou trouver des solutions? Alors non, pas du tout, pas du tout. Je suis le genre de personne déjà qui, si j'ai un problème, si j'ai un souci, c'est moi et moi-même, c'est moi et ma force. Du coup,
je luttais contre mon cœur, contre mes douleurs, je m'enfermais, clairement, je m'enfermais. Du coup, je ne communiquais pas parce que c'était ma façon de m'endurcir et de gérer ma souffrance. Du coup, je ne communiquais pas, ni avec ma famille, ni... Je pouvais communiquer peut-être avec une amie très très proche qui a connu ma mère ou une de mes cousines de temps à autre. Mais sinon, de voir une personne adulte et un spécialiste, l'idée, elle m'est pas venue vraiment, elle m'est pas venue parce que j'étais dans l'optique où je vais me reconstruire moi-même, je vais gérer ça moi toute seule. Du coup, c'est pas, alors que c'est un métier que j'admire hein, parce que il faut beaucoup d'impartialité pour écouter et comprendre les problèmes des gens. Et, euh, et voilà, mais l'idée franchement, et même à mon la deuxième perte que j'ai eue, j'ai pas eu l'idée, j'ai pas eu la pensée de me retourner vers un psychologue. Après, en étant aussi chrétienne, je me suis plus retournée vers Dieu que vers les hommes. Du coup, voilà. Et du coup, Moussi, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est important d'aller voir des psychologues ou des spécialistes dans les moments comme ça, ou est-ce que voilà, on peut faire face tout seul? Bon, ça dépend, hein. On peut faire face seul, mais dans la grande partie du temps, je pense qu'il est important de se confier quelque part. Pas forcément à des spécialistes psychologues ou autres. Mais là, je vois que mademoiselle est en train de parler de l'église. C'est aussi un endroit où on peut se confier, on se libère facilement. Mais tout dépend, à mon avis, de la manière dont les gens chez qui on va se confier vont nous donner les retours, hein. Si c'est pas des gens qui savent gérer je dirais la relation au problème, ça risque d'être un boomerang, hein. Ça peut devenir, la situation peut encore s'envenimer. Juste par rapport à comment je vous ai écouté, je vois quand même que à 16 ans, je pense qu'on connaît pas, hein. Moi, je On me est un peu jeune, rappelle, c'est la pleine adolescence. voilà, Ouais. on imagine peut-être la maman est partie à l'hôpital ou va revenir. On connaît pas vraiment l'importance ou l'impact de la séparation. Et là, c'est vrai, on peut minimiser. Je ne sais pas comment vous avez géré, vous avez dit le deuxième deuil, l'oncle maternel. Je sais pas si c'était beaucoup plus fort ou rien par rapport à... Ben, bizarrement et étrangement, c'est même compliqué à dire, mais c'était beaucoup plus fort. Voilà. C'était beaucoup Alors, plus ça, c'est fort, beaucoup plus important. Je intense. pense que la souffrance liée à la séparation ou à la mort de la maman est là, ou était encore là. Et l'oncle, donc la séparation de départ, la mort de l'oncle est venue juste réveiller les souffrances, hein. Donc là, moi, je pense même si vous vous êtes confié, ça a aidé, mais le fond du problème La source, ouais. reste encore un peu actif. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, hein, Aujourd'hui, mais Dieu bon, merci. c'est Tout va bien. bien. Voilà, oui, oui. Vous parliez un moment de se marier, de ci, de ça, d'avoir des enfants. C'est comme le jour où vous allez vous marier, vous allez penser à votre maman. Quand vous aurez à c'est vos exactement ça. enfants, et ça, c'est des choses, des situations de vie auxquelles on doit toujours se préparer quand on est dans les situations de deuil. Je m'arrête là, je parle trop. En général, c'est sûr. Mais du coup, après, on va revenir sur quelque chose que vous avez dit. Donc, un deuil peut en réveiller un autre. Bien Tout à l'heure, sûr, on reviendra bien dessus. sûr, bien sûr. Astor, je vais me tourner vers toi. Est-ce que tu peux, du coup, toi, nous expliquer comment est-ce que tu as fait face au deuil? Enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait? Alors, moi, le décès de enfin, j'ai perdu mon père. Et c'était, comment dirais-je, c'était quelque chose que, derrière, c'est quelque chose que j'ai pas forcément parlé de ça dans ma vie. Donc, du coup, peut-être aujourd'hui, ça sera peut-être ma grande première. Mais ouais, j'ai perdu mon papa, j'avais 10 ans. Et le décès de mon papa était assez particulier parce que, si vous voulez, dans ma famille, on a des anniversaires qui se suivent. Ce qui veut dire, c'est que j'ai ma grande sœur qui est née le 23 avril, mon petit frère qui est né le 29 avril et moi qui est né le 6 mai. Et du coup, en fait, nous, on avait comme rituel, on va dire, de toujours aller au McDonald's pour nos anniversaires. Du coup, on est allé pour celui de ma sœur. C'était le 23 mai, on est allé soit la veille ou soit le lendemain, je peux pas dire précisément. On est allé à celui de mon petit frère. Et du coup, le 6, c'était le mien, c'était un dimanche. Et donc, pour raconter un peu l'histoire, moi, j'avais le 4 mai 2007, pardon,
je suis avec maman et on regarde la télé et on regarde Grégory Le Marchal. Donc Grégory Le Marchal est mort aussi le 4 mai 2007 et on regardait ça et maman est en train de pleurer. Elle a dit oh, regarde ce jeune garçon, il était tellement beau, il chantait si bien, il est décédé, etc. Et moi je regardais avec ma mère. Bon, après moi j'avais 10 ans donc je regardais pour regarder. Et à 22h, j'appelle mon père parce que le lendemain j'ai un match. Et du coup j'appelle mon père et je dis papa demain j'ai mon match et tout. Bon lui il était sorti avec ses potes. Il me dit non t'inquiète pas demain je serai là. Je dis non mais demain faut que tu sois là parce qu'il venait à tous mes matchs. Il m'a dit ouais t'inquiète pas il y a pas de problème. J'ai dit ok. Donc je vais dormir. Le lendemain je me lève. Donc le lendemain c'est le 5 mai. Je vais à mon match. Alors je joue. Quand je joue je regarde. Je vois il n'y a pas mon père. Déjà je trouve ça assez bizarre. Je dis bon. Parce que chaque fois qu'il me disait qu'il allait être là, il était toujours là. Et ce jour-là, j'ai vu ma mère est venue voir mon match. Je lui ai dit, oh bon, disons que ouais, elle s'est levée du bon pied, elle est venue me voir, c'est cool. Et bon, après, je finis mon tournoi. Pendant le tournoi, je regarde, ma mère, elle est plus là. Et donc, bon, après, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, je retrouve ma sœur, Ruth, qui est là d'ailleurs. Et on était là, on discutait, etc. Et bah, justement, après là, bon, sachant que moi j'ai 10 ans et ma sœur a une année de plus que moi, donc ma sœur avait 11 ans. On apprend via le téléphone d'une tante que mon papa est décédé. Donc du coup, pour moi, c'est même pas un choc parce que pour moi, en fait, j'entends et je me rends pas compte en fait ce que ça veut dire la mort en soi. Donc ma sœur, elle commence à crier et moi je me dis mais bon, elle est folle, elle, pourquoi elle crie, pourquoi elle lance des trucs bizarres. Et après là, d'un coup, il y a une tantine qui habitait juste en bas de chez nous qui nous prend. On va chez elle et là, il y a plein de monde qui vient. Et en fait, tout le monde me disait je disais, oh, il est où papa? Et tout le monde me disait, non, t'inquiète, papa, il arrive, il va rentrer. Donc moi, dans ma tête, mon père, il va rentrer. Et donc après, le lendemain, c'est mon anniversaire, et mon père, il est pas là. Je me dis, bon, bizarre. Et après, je pars avec ma tante à Lémont et tout. Et là, en fait, j'étais avec mon cousin au marché, et mon cousin, il dit à une fille, ouais, lui, c'est mon petit cousin, son père, il est mort hier. Et c'est là, je me suis dit, il est mort, mon père? Et mon cousin, il dit, oui, ton papa, il est mort. Mais pour moi, jusqu'à là, je me rends pas compte, enfin, je sais pas ce que c'est la mort. la mort. Donc du coup, voilà, un peu pour raconter un peu l'histoire, pour être bref. Donc du coup, depuis là, en fait, ben, ça a commencé, en fait, on va dire, le moment où je l'ai pris personnellement, la mort de mon père, parce que pour moi, c'était personnel, parce qu'en fait, il m'avait promis qu'il allait être là avec moi le 6 mai, pour mon anniversaire, il allait être à mon match, et finalement, il n'était pas là. Et donc pour moi, c'était comme s'il n'avait jamais tenu parole, tu vois. Donc voilà un peu pour raconter le début de mon témoignage. Pour te poser une question, est-ce que tu lui en as voulu parce que du coup, enfin voilà, c'était pas sa faute qu'il soit pas là, mais est-ce que toi, personnellement, en tant qu'enfant, parce que tu étais enfant aussi, tu étais très jeune, tu avais 10 ans, est-ce que tu as eu ces sentiments-là, voilà, de lui en vouloir, d'être en colère peut-être, des sentiments qu'on peut qualifier de négatifs? Disons que non, j'en ai pas voulu parce que au final, il n'a pas décidé de partir, ça je l'ai vite compris très jeune. Après, où j'ai eu du mal en fait, c'est que ben, moi je suis le premier garçon de ma famille, même si je suis le troisième enfant, mais je suis le premier garçon. Et moi, quand j'étais avec mon père avait l'habitude de toujours me dire, écoute Astor, t'es un garçon. Chaque fois que je sortais, parce que j'étais souvent avec mon père, moi j'étais vraiment un grand fan de mon père, hein. Mes potes vous le diront, j'étais vraiment trop fan de mon papa. Et mon papa il me disait toujours, t'es un garçon. Astor, t'es un garçon, t'es un garçon. Chaque fois qu'on sortait, t'es un garçon. Donc pour moi, en fait, j'avais pas le temps en fait de montrer que j'avais des faiblesses, montrer que ça me faisait mal, que ça me touchait. Donc c'est comme je dis souvent, moi la première fois que j'ai pleuré pour mon père, c'était en 2019. Et mon père est mort en 2007. Et donc pour moi, je l'ai pas voulu, mais je me suis dit bon, OK, Astor, maintenant tu as 10 ans, maintenant tu es un garçon. Mais le problème en fait, ce qui m'a impacté, c'est que en fait, j'ai eu du mal en fait sur certaines relations, notamment avec ma petite sœur et mon petit frère. Parce que ma sœur Ruth et ma grande sœur, pour moi, c'était mes sœurs. Donc du coup, pour moi, elle et moi, on avait des liens de frères et sœurs. Mais pour ma petite sœur et mon petit frère, j'avais l'impression que je pouvais plus être leur frère, mais je devais me comporter comme leur père. Donc du coup, j'étais souvent très dur avec eux, et même je l'étais même très souvent avec mon petit frère, parce que je n'arrivais pas à être un frère. Parce que pour moi, mon père n'était plus là, et je pouvais plus être le frère qui blaguait, comme je blague avec ma grande sœur ou mes grandes sœurs, mais je devais être le père qui est rigide, qui est dur et qui est intransigeant. Et c'est juste maintenant, en fait, en grandissant, que je me suis rendu compte que non, en pensant être leur père, d'abord je suis leur frère. Et j'essaye aujourd'hui de remplir ce rôle-là et pas le rôle de père.
Et du coup, comment tu as exprimé ta tristesse? Puisque du coup, comme tu as dit, tu n'as pas pleuré jusqu'à l'année passée. J'ai jamais rien montré. Tu jamais rien montré. Rien du tout. Je montrais rien. Et ça pesait comment, en fait, à l'intérieur de toi, du coup? En fait, pour moi, en fait, je pense que dans mon adolescence, j'ai eu une période où, où j'aurais pu carrément flancher et faire tout et n'importe quoi. Mmh. Ici, je pense que j'ai réussi, on va dire, à me redresser parce que quand même, il y a un moment où quand tu sors de l'école secondaire, tu dois trouver un apprentissage. J'avais pas trouvé d'apprentissage. Donc du coup, j'étais rentré dans une période de ma vie où je me suis dit: «C'est très simple, Astor. Soit, tu fais le bandit, tu deviens un bandit et en fait, au final, on va pointer ta maman du doigt parce qu'au final, moi, je savais que ça allait impacter directement ma mère. Ou soit tu te redresses et tu es un homme et tu te comportes comme un homme et comme ton père aurait aimé que tu sois». Après, le problème que j'avais, c'est que j'avais un problème d'identité parce Mmh. que je ne savais pas. Parce que moi, j'aurais aimé, et moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que moi, je peux pas envier quelqu'un qui a de l'argent, qui a une belle voiture ou qui a des grandes choses. Moi, j'envie les personnes qui marchent avec leur père, qui se promènent avec leur père, que tous les jours, ils rigolent avec leur père. Moi, quand mes potes, ils me disent: «Ah, hier, je t'ai regardé un match avec mon père», moi, je me dis: «Mais vous vous rendez pas compte la chance que vous avez». Parce que moi, j'aurais tellement voulu, ne serait-ce qu'une fois, aller dans un match de foot avec mon père et juste commenter. Mmh. Avoir 25 ans, attends, j'ai 24 ans, avoir 24 ans et rentrer à la maison et juste discuter avec mon père. Tu vois, ça, c'est des chances, c'est des choses que je n'ai pas eues. Mmh. Donc, du coup, comme j'ai eu un problème d'identité, ma mère m'avait dit que mon père était un grand fan de Denzel Washington. Donc, du coup, moi, j'ai voulu comprendre pourquoi mon père était fan de Denzel. Mmh. Donc, j'ai regardé tous les films de Denzel, et vraiment tous, juste pour comprendre pourquoi mon père était fan de Denzel. Mmh. Et en fait, ben, je me suis mis à regarder Denzel et je me suis dit, bon, mon père, il marchait comme ça, peut-être parce que il aimait bien Denzel comme il marchait. Donc, en fait, comme j'avais pas d'identité, ben, en fait, j'ai pris L'identité de ton père, un peu. un peu en Denzel, tu vois. OK. Moi, en fait, j'ai beaucoup regardé Denzel Washington par rapport à mon papa. Ouais, Donc, en gros, voilà un peu. d'accord. Est-ce que, Moussi, vous pouvez nous dire si en psychologie, il y a, un terme où on peut donner un nom à ce comportement-là qui est, la perte d'identité et puis, l'acquisition d'une autre identité après un deuil ou voilà, est-ce que ça a un nom? Bon, il faut pas penser forcément que un deuil fait perdre l'identité. Il y a pas une perte d'identité automatiquement suivie d'un deuil, non, hein. Mais il y a des difficultés. On peut avoir des difficultés à s'identifier à quelque chose ou à quelqu'un, on va dire. Je vois, on a madame qui avait perdu sa maman. Donc, pour une jeune dame à 16 ans, c'est vraiment la personne à qui on doit s'identifier, c'est le père, n'est-ce pas? Et pour un homme, à 10 ans, hein, tu parles de 10 ans. À 10 ans, le jeune garçon, vous connaissez bien les complexes la théorie du complexe d'Édipe. À 10 ans, les jeunes garçons, ils sont encore avec leur maman. Et là, on va dire Kilesi était dans cette période où il était toujours mieux avec sa maman, n'est-ce pas? C'est après cette période de début, entrée dans l'adolescence, que un garçon comme lui a besoin de s'identifier à un homme. Et à l'occurrence, l'homme, c'est le papa, hein, dans la dynamique. Et là, je pense que euh, quand il dit que ben voilà, il savait plus, il connaissait son père, il connaît son père par quittance, on va dire. C'est la maman qui dit le papa était comme ci, il marchait comme ça, peut-être des photos, des trucs, machin. Donc voilà. Donc il y a quand même une difficulté. Je pense, il n'y a pas une théorie claire, mais moi je peux imaginer que c'est vraiment dans la petite enfance, hein, quand la personnalité n'est pas encore bien formée, c'est le cas de Kilesi, qui a besoin, dans quelques années, de s'identifier à un homme qui aura difficulté. Mais on peut toujours trouver dans l'entourage, hein, on peut s'identifier à un beau-père, on peut s'identifier à un tonton, on peut s'identifier à un oncle, et ainsi de suite. Hein, quand même, il y a même des jeunes, il faut pas seulement penser que c'est seulement les enfants qui ont perdu des parents, qui ont des problèmes d'identification. Il y a des enfants aussi qui ont les deux parents, qui vivent dans le même foyer avec les deux parents, mais
Ils ont du mal à s'identifier. Alors, ils vont s'identifier ailleurs, hein, dans la chambre de jeunes filles, de jeunes garçons. On voit souvent des posters des musiciens. Hein, c'est une manière de C'est une façon de s'identifier à s'identifier. Mhm. quelque part. C'est pas toujours mauvais, n'est-ce pas? Hein? Mais je pense dans le cas de Kilesi, certainement, quand il a eu besoin de s'identifier à un homme, là, il y a eu un vide. Et ça peut se ressentir. C'est là où, quand il dit, ben, pour lui, la mort n'était pas comme si, comme c'est pas quelque chose de grave. C'est quand il y a cette difficulté de, mais, je veux m'identifier à qui? C'est des questions inconscientes, hein. Et là, c'est clair que ça peut donner un vide, ça peut réveiller le deuil, la souffrance. Et du coup, je vais revenir à toi, Joyce. Est-ce que en tant que... Bah, maintenant, tu es une jeune femme. Est-ce que maintenant, tu ressens vraiment, par exemple, le manque de... ou l'absence de ta maman dans voilà, les questions qui pourraient être, voilà, comment on fait quand on est une femme, voilà, comment devenir une femme. Est-ce que tu ressens ça maintenant? Alors, actuellement, aujourd'hui, je ne ressens pas le manque d'une présence maternelle parce que je suis quelqu'un qui est très, très proche de ma famille, très proche de mes tantes ou même mes tantes de l'église. Enfin, je suis quelqu'un qui a j'ai pas de difficulté à trouver une présence maternelle. Du coup, si j'ai des questions, je sais vers qui me retourner, j'ai pas de difficulté à gérer ça. Mais ce qui est différent, c'est que, c'est cette figure-là, en fait, qui manque constamment. C'est pas la présence maternelle parce que tu peux l'avoir partout. Si, enfin, tu peux l'avoir partout. C'est vraiment l'attachement et ce que représente cette personne qui manque. Il y a des questions, je pourrais te les poser à une yaya, à une tante, mais par préférence, j'aurais voulu les poser, à ma mère. Du coup, voilà. Et du coup, quand tu es dans ces moments où tu sens que voilà, c'est elle qui manque, comment tu fais pour comment dire, aller au-delà de ça, en fait? Ben, j'ai appris à vivre avec mon temps, c'est-à-dire que le temps actuel, ma mère n'est pas là. Du coup, il y a pas un jour où elle passe pas dans ma tête, où je vais me dire: «Ah, j'aurais pu demander si», enfin, c'est une habitude. Mais j'ai appris à gérer ça aussi grâce à mon père. Je suis très, très proche de mon père. Du coup, il y aura jamais un sujet où j'oserais pas que je n'oserais pas aborder avec lui. On a une communication facile. Bon, je suis un peu aussi une fille à papa, du coup, voilà, ça aide aussi. Mais, mais je sais que je peux me retourner vers mon père ou vers une des sœurs de ma mère, avec qui je suis constamment en contact. On est très, très proches. Du coup, j'ai appris à faire ça parce que là, maintenant, j'ai 24 ans, mais de mes 16 ans à mes, on va dire, 19 ans, à peu près, j'avais du mal, je me renfermais sur moi-même, je j'osais pas poser des questions ce qui pourrait être banal pour n'importe qui, mais quand t'as besoin d'une personne, tu veux que ce soit cette personne en fait. Du coup, t'as même pas envie d'aller chercher ailleurs parce que tu dis non en fait, j'ai pas envie, c'est pas ce dont j'ai besoin. Ouais, ce sera pas pareil. Exactement. Mmh. Et on pense que, enfin ouais, ça devient un besoin. Mmh. Du coup, il faut apprendre à trouver des alternatives. OK. Du coup, moi aussi... Je voulais juste Oui. faire une petite remarque, hein, par rapport à ce que vous avez dit, qu'une figure maternelle, on peut la trouver n'importe où. Hein? Non, je crois pas. On peut trouver une figure maternelle à l'absence de la maman, mais une figure maternelle qui répond à nos besoins ou exigences ou attentes, n'est-ce pas? Et nos attentes, nos exigences, certainement, à l'âge où vous avez perdu votre maman, avaient déjà une base, et cette base était posée certainement par votre maman. Ah, Hein? totalement, ça, Voilà. totalement. Donc, vous pouvez pas trouver des exigences, enfin, de figures maternelles n'importe où. Autrement, même cet après-midi, vous en trouverez 1000. Et vous pouvez pas vous faire 1000 figures maternelles. Il faut avoir une bonne. Mais il y a une base. Vous avez tous des bases, hein. Vous avez tous des Mais bases. j'en ai une et une bien précise. Du Voilà. coup, Ouais. en général, c'est tout le temps la même personne vers laquelle je me retourne. C'est ça. C'est ça.
Déjà, je voulais savoir, pour toi maintenant, ça représente quoi les fêtes de Noël, vu que ben, le drame il s'est passé dans ces périodes-là? Ça représente quelque chose d'important parce que à l'heure actuelle, on n'a jamais remis un sapin à Noël, même pas parce qu'on le faisait avec elle ou autre, mais je sais pas si l'envie elle n'y est plus ou on y pense peut-être un peu moins. Après, cette année-là, j'y ai pensé, j'ai voulu le faire, mais j'étais pas avec ma famille, du coup je me suis dit bon, l'année prochaine, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de refaire, mais enfin, ça a impacté d'une certaine façon ça. Et puis, enfin, moi, j'aime bien être avec ma famille vers cette période-là, que ce soit entre Noël ou Nouvel An. Ça compte. Tu sens que c'est différent. Entre nous, on sait. Du coup, on n'en parle pas, hein, mais c'est un peu pesant en quelque sorte parce qu'on sait et on n'en parle pas, mais on passe la chose et voilà. Du coup, voilà. Mais je voulais savoir, vu que toi, c'est arrivé la veille de ton anniversaire, est-ce que ça a impacté tous tes anniversaires actuellement? Genre, t'as une façon de les fêter, t'as de nouvelles habitudes Ben, disons que pour moi, disons que pour moi, c'était le jour de mon anniversaire, c'était plus une fête, tu vois. Jusqu'à peut-être il y a. C'est que maintenant où j'ai envie, tu vois, éventuellement tout d'un coup de fêter mes 25 ans ou mes 30 ans, ou encore mes 50 ans si Dieu le permet. Mais sinon, personnellement, franchement, pour moi, mon anniversaire, c'était plus un jour de fête, tu vois. Et pourquoi? Parce que, ben, tu vois, la vie m'a pris la personne à ce moment-là de ma vie où j'étais le plus fan. Et du coup, pour moi, il n'y avait pas de sens pour moi de fêter mon anniversaire. Du coup, pour moi, le 5 mai et le 6 mai, ils vont pair, tu vois. Je peux pas faire la fête, je peux pas me dire, ah, je vais m'amuser ou je vais faire un truc, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas possible, tu vois. Après, pour mon anniversaire, bah, typiquement, ben, je sais que ma famille, même s'ils me le disent pas, ils savent que, ben, je pense qu'on m'a fait une fois un anniversaire surprise, quand j'avais 20 ans. C'était un anniversaire surprise. Mais sinon, moi, je fête pas, je souffle pas de gâteau, ça m'intéresse pas, tu vois. Ah, même le gâteau, genre. Non, ça m'intéresse pas. Franchement, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et moi, bah, tu vois, quand j'ai perdu mon père, quand j'avais 10 ans, comme je l'ai dit d'ailleurs dans l'émission, bah, moi, il m'avait promis d'aller au McDonald's, tu vois. Et du coup, pour moi, alors, ben, chaque fois que c'était mon anniversaire, j'allais toujours devant un McDonald's, tu vois. J'allais toujours devant un McDonald's et j'y allais juste pour voir. Ouais, histoire de. Voir, ouais, Ça s'explique pas. Ouais, c'est. C'est. Euh, c'est. C'était mon jour, tu vois. Et je le souhaiterais à personne, tu vois. C'est dur, tu vois. Ah ouais, Ça fait du bien de pleurer. Ouais, mais tu vois, un anniversaire pour un enfant, c'est quelque chose de sacré, tu vois. Ça représente beaucoup. Ouais, ça représente beaucoup. Et pour moi, aller au McDonald's, c'est aussi une manière de me dire, bon, il est plus là, c'est plus mon anniversaire, mais voilà. J'y vais quand même, tu vois. Donc c'était une sorte d'hommage. Tu sais, moi, chaque année, le jour de mon anniversaire, à minuit pile, la première chose que je fais, je pleure parce que c'est un anniversaire de plus que je passe sans ma mère. C'est un automatisme. Je vais attendre de me retrouver seule. On va être le 29 novembre. Et je vais pleurer juste pour ça parce que ça me rend triste parce que je continue à avancer, certes, mais c'est un jour, moi, je suis quelqu'un, j'aime trop mon anniversaire. Moi, je serais capable de sortir avec un t-shirt « It's my birthday ». Et c'est tellement un jour que j'aime, j'ai la joie de vivre. Et ce jour-là, j'ai toujours du mal à être complètement heureuse et contente, tu vois, mais c'est ma première pensée, du coup, je comprends. Ouais, après, voilà, ça s'explique pas, tu vois, je peux pas l'expliquer, je le souhaite à personne. C'est quelque chose que tu
t'imagines pas, tu vois, mais ça fait partie de la vie. Et voilà, en tout cas, je suis quand même fier d'être son fils, tu vois. Pour moi, c'est une grande fierté. Après, malheureusement, il ne pourra pas voir comme j'ai grandi, mais pour moi, le plus important, c'est que je dois être une bonne personne, que ce soit moi, mes frères, mon frère ou mes sœurs, ou même ma mère. Et voilà. Après, j'avais quand même une question, tu vois. Parce que moi, pour ma part, j'avais énormément de peine à aller au cimetière. Et pour toi, tu y allais souvent? Enfin, tu vas souvent? Je voulais vous poser une question. Comment est-ce qu'un parent, du coup, qui a perdu son conjoint, doit se comporter par rapport à ses enfants quand, voilà, il doit faire face à un deuil? Qu'est-ce qu'il peut faire pour les aider à évoluer, pour les aider à faire aussi leur deuil? Donc, le rôle que le parent Le parent qui est qui resté, est voilà, qu'est-ce qu'il resté, doit... comment il peut jouer son rôle auprès de ses enfants. Bon, là, nous sommes dans une société qui n'est pas la nôtre. Hein, voilà. Ça serait en Afrique. Le problème n'est pas tellement à poser parce qu'il y a des tantes. On n'est jamais seul, un peu. Voilà. Mmh. Hein. Il y a aussi même des mamans du quartier qui sont là pour appuyer. Ici, on vit dans nos appartements, donc c'est clair. Alors, mais à côté de ça, il y a aussi le service administratif et étatique qui sont là en appui dans des situations difficiles comme ça. Donc, vous connaissez tous un peu les services sociaux qui répondent à des besoins, on va dire, financiers, des choses comme ça. Mais il y a aussi des services sociaux qui répondent à des besoins, on va dire, éducatifs. Hein. Et éducatif, ça veut dire, bon, voilà, si c'est le père qui est resté, comment est-ce que il peut concilier sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie sociale, et des fois les services sociaux sont là pour un peu aider. Et si c'est vraiment des difficultés qui peuvent aller à déranger l'évolution des enfants ou du père ou de la mère qui reste, il y a aussi des services qui sont là pour apporter le soin. Alors, ce qui est important pour cibler, répondre à votre question, c'est vraiment, je crois qu'on doit avoir le courage. Hein, à un certain moment, avoir le courage, le parent qui reste doit avoir le courage de dire que voilà, la vie doit continuer et maintenant je suis limité et je dois m'adresser quelque part. Hein. Prendre le courage, ce n'est pas dire oh, je veux pas m'adresser, je veux me battre et tout ça, on risque de s'épuiser. Donc, il faut pas hésiter, en Il fait, faut à aller pas demander de il faut l'aide. pas Ouais. hésiter, il faut Mmh. vraiment voir des services adéquats pour nous apporter l'aide dont on a besoin pour un peu soutenir nos enfants. Sinon, si on le fait pas, le parent restant va s'épuiser, je veux dire, utiliser un terme qui est le nôtre, va tomber dans la dépression et il sera plus actif et les enfants auront la perte de l'autre et puis, on va dire, l'inexistence de celui qui reste. Donc là, il y a encore carrément un bousculement, quoi. Merci. Et Astor, si tu pouvais revenir en arrière et faire les choses différemment, ou si tu pouvais conseiller une personne, tu vois, qui passerait par un deuil à peu près comme celui que tu as vécu, qu'est-ce que tu lui dirais? Après, le deuil, il est très personnel. Mais après, ce que je dirais, c'est que, ben, j'ai constaté, c'est que chez nous, les Africains, comme elle a dit d'ailleurs, Joyce, c'est qu'elle, elle a fait son deuil seule, elle a dit. Tout comme moi, en fait. C'est-à-dire que je sais pas ce que ma sœur a ressenti, ni mon petit frère, ni ma maman. Et c'est ça peut-être le problème. C'est que, comme chez nous, les Africains, on est très pudique avec nos sentiments, on n'arrive pas, en fait, à s'ouvrir l'un vers l'autre. Alors que peut-être ça peut... Tout d'un coup, on devient turbulent à l'école parce qu'on est triste. Mais comme on n'arrive pas à en parler à notre maman, à notre frère, ben, on fait n'importe quoi dehors ou à l'école. Et moi, ce que je pourrais éventuellement, enfin, je devrais conseiller à toute personne qui perd un proche, notamment les Africains, parce que j'ai l'impression que les Européens sont plus ouverts à discuter. En tout cas, les Africains, je les conseillerais de prendre le temps d'ouvrir le cœur, d'ouvrir son cœur, de parler à cœur ouvert, que ça soit avec un psychologue ou bien à l'église avec son pasteur ou en famille. Mais il est très très important pour moi de parler parce que je pense que s'ouvrir, parler, sortir tout ce que tu as dans le fond de ton cœur, c'est la meilleure guérison possible. Du moins,
la meilleure voie vers la guérison. OK. Du coup, tu penses que si tu aurais peut-être parlé avant, ça aurait été différent pour toi le vécu, du deuil? Mmh, mmh, je sais pas. Franchement, je peux pas te dire parce que pour moi, comme j'ai la perception de la vie, pour moi, un garçon doit être fort, pour moi. Et que je renaisse ou que je retourne en arrière, pour moi, ça serait toujours, c'est mon principe. Donc pour moi, je changerai pas, personnellement, parce que j'estime que l'homme que je suis devenu, mon père n'aurait pas été dégoûté de me voir comme je suis aujourd'hui. Donc je pense que j'ai pas fait les choses de la plus mauvaise des manières. Donc je pense que pour moi, personnellement, je l'ai fait de la bonne manière. Après, je le conseillerais pas à tout le monde, parce que moi, je parlais pas et je parle pas. Il y en a peut-être des qui arriveront, d'autres pas. Mais du moins, pour ma part, je changerai pas. Et tu arrives à gérer comme ça aussi dans le fait de pas parler, c'est Ouais, j'arrive. ouais. J'ai envie de dire, ça me va très bien. Moi, j'ai de la facilité, hein. Tu me demandes, ton papa, il est décédé? Oui, mais ça s'arrête là. Je peux te dire, ah oui, il est décédé, oui, il a fait une crise cardiaque, c'est vrai, oui, je m'arrête là. Après, en profondeur, tu sauras pas plus, ce que j'ai ressenti. Mais pour moi, je me porte bien et j'estime que pour moi, c'était la bonne manière. D'accord. Et du coup, par rapport au ressenti, s tout à l'heure, j'ai posé la question à Joyce, quels sont les mots que tu peux mettre sur ces émotions que tu avais vécues, que ce soit maintenant ou à l'époque? Et aujourd'hui, toi, enfin, qu'est-ce que tu peux mettre comme mots sur les ressentis, sur les émotions, les sentiments que tu avais que tu as par rapport à ça, en fait, par rapport à la mort de ton père? Si je devais mettre des mots, euh, déception. Moi, j'aurais mis déception parce que, euh, tu sais, c'est comme si tu as entamé quelque chose avec quelqu'un, mais ça s'est pas terminé. Et pour moi, c'est une déception parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé passer énormément de moments avec mon papa, le connaître, parce qu'à 10 ans, tu connais pas ton papa. Tu le vois, tu es avec lui, tu comprends même pas la vie. Donc moi, j'aurais mis déception. Tu bois le verre à moitié plein. Et ouais, pour moi, ça serait ce mot-là, vraiment. OK. Moi aussi, j'avais une question par rapport, à l'expression «faire son deuil». Comme, Astor il l'a dit, c'est très personnel et chacun va le faire d'une manière différente. Mais est-ce qu'il y a des règles ou il y a des façons de faire qui sont communes à tous, en fait, par Mhm. rapport au deuil? Oui, il y a des étapes. Il y a des étapes dans faire le deuil. Alors, en premier, quand on reçoit la mauvaise nouvelle, c'est le choc, l'inacceptation. On n'accepte pas. Personne ne veut croire. On dit, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, la première chose à faire, c'est accepter la situation. C'est l'étape de l'acceptation. Accepter, voilà, j'ai perdu la personne importante, le papa, la maman, le frère, la sœur, ainsi de suite. Mais la personne importante, accepter. Et comprendre que, qu'est-ce que ça veut dire la mort, hein, la perte de cette personne. Je vous l'ai dit, perte d'objet. Mais bon, il y a aussi le deuil d'objet, hein, des choses qui nous sont très importantes quand on le perd. Il y a aussi, mais là, on est dans le deuil des parents proches. Donc, parlons de ça. C'est-à-dire la perte, accepter que c'est fini. Accepter que c'est fini. Je ne le verrai plus. Je jouerai plus au football avec la maman ne me donnerait plus de conseils. C'est fini. Je ne la verrai plus. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la seconde étape importante, c'est de maintenant évacuer les choses, les projets, parce que dans la vie, on vit avec des projets, les projets que j'avais avec lui, pour lui, avec moi, ainsi de suite. Ces choses-là ne se feront plus. Et commencer maintenant de voir comment est-ce que, ça c'est la troisième étape, hein. Troisième étape, c'est comment est-ce que je veux faire ma vie maintenant, sans cette personne importante. Comment je veux faire? C'est redéfinir un peu sa vie. Ça c'est la troisième étape. Mais ces étapes, d'une manière générale, doivent être suivies, hein. D'abord la acceptation, euh, comprendre la situation, décider ensuite, voilà, de poursuivre la vie, hein. Ça donne, par exemple,
voilà, je prends l'exemple d'une femme qui perd son mari. Donc, c'est vraiment voir que oui, c'est fait. Plus de mari. Ensuite, faire la deuxième étape, c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? J'ai des enfants ou là, j'ai encore de continuer ma vie, des choses comme ça. Et troisième étape, c'est-à-dire la vie continue, où on peut dire que la personne refait sa vie. Hein. Ça, c'est des étapes. Donc, il y a ces trois étapes qui sont importantes. Mais il y a des gens qui prennent partie la première étape, troisième, deuxième. OK. Donc Hein. c'est pas forcément un ordre précis? Logiquement, ça devait être 1, 2, OK. 3, mais on peut sauter de 1, 3 et revenir sur le 2 et puis évoluer. Hein. Mmh. Vous m'avez compris. Si Ouais. j'ai pris l'exemple de la femme, parce que je trouve, ou l'homme, parce que je trouve que c'est beaucoup plus concret Mmh. si on part de la vie comme ça, mais on peut, par exemple, voilà, j'ai compris que je n'ai plus de femme ou de mari, et comment est-ce que je vais vivre ma vie? Ben, on n'a pas encore redéfini comment on va vivre sa vie et on trouve un compagnon, une compagne et après on redéfinit sa vie, n'est-ce pas? Mmh. Mais les trois étapes doivent être faites. D'accord. Hein. Est-ce qu'il y a un temps précis dans lequel ça doit être Non, fait? il Il n'y y a a pas pas de de temps temps? précis, il n'y a Mmh. pas de temps précis. Ça dépend de, je dirais, de la personnalité de chaque personne. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le deuil. Ils n'arrivent pas à faire le deuil et puis ça va durer des années, des années, des années. Et il y a des gens qui les font en un temps record. Je pense que c'est aussi des gens peut-être qui ont vécu des situations difficiles, qui ont eu des expériences très, très difficiles dans leur vie, qui leur ont fortifiés, ils arrivent à les faire. On peut avoir, vous pouvez regarder, vous les jeunes là, vous pouvez regarder dans vos frères et sœurs, vous verrez peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore fini de faire le deuil, il y en a qui ont déjà fait le deuil, ainsi de suite. Donc il n'y a pas un temps défini pour... tout dépend aussi de la personnalité des gens. Mmh. Hein. Aussi, voilà. Et du coup, par rapport à je voulais revenir tout à l'heure sur des deuils qui sont successifs. Est-ce que quand, voilà, il y a un deuxième deuil qui arrive peut-être peu de temps après ou qui arrive juste après, heu, qui est plus fort, est-ce que ça veut dire que le premier deuil n'était pas fait et en fait, il se reflète dans le deuxième? Ou est-ce que ça n'a aucun rapport Non, et ça a beaucoup de rapports. mmh Ça a beaucoup de rapports. Les deuils qui se suivent, ça a beaucoup de rapports. On connaît, je ne sais pas si vous connaissez, dans vos milieux proches, mais on peut trouver des gens qui ont eu, en tout cas sur une année, 3, 4 pertes assez importantes. Alors, au final, on voit vraiment qu'ils sont comme ça. D'une expression populaire, on dit, il marche comme si le ciel lui est tombé sur la tête. Hein. C'est vraiment, ça, c'est la posture du dépressif. Donc, la personne vraiment est dépressive, c'est-à-dire il y a trop de problèmes non résolus. Donc, en tout cas, les deuils successifs ont des répercussions les uns sur les autres. Pour répondre à votre question. Je pense que quelqu'un qui n'a pas encore fini de faire le premier deuil, si ça tombe, ça, au niveau d'intensité, il y a beaucoup de choses qui vont là. Mais si on a fait, par exemple, bien fait 2 deuils, on est assez fort. Peut-être un troisième, on résiste mieux. Hein. Hein, c'est comme si, voilà, on a déjà pris l'expérience de comment faire pour avancer. Quoi. d'accord. Ouais. Est-ce que tu te retrouves du coup dans ce qu'il dit par rapport, à 2 deuils successifs? Alors, totalement, sachant que le deuxième deuil s'est passé 4 ans après, le 1er. Et il se rejoint aussi parce que c'est des personnes de la même famille, ma mère et son frère. Mais notamment parce que je pense que 2016, 2015, 2016, j'étais dans une étape où j'avais fait mon deuil. J'acceptais, je revivais, j'acceptais. Et le fait de vivre ça, enfin, ça a été un chamboulement complet dans ma vie. Parce que c'est aussi arrivé du jour au lendemain, comme ma mère, elle se sentait pas bien, elle allait aux urgences, mon père il est rentré, il m'a dit c'est fini, j'étais là, comment ça, enfin, il y a un problème. Et, euh, et mon oncle, j'ai parlé avec ma cousine qui a vécu à Marseille, qui habite au Canada, et, euh, et elle me parle et tout, on parle normal, et elle vient pour prendre de mes nouvelles. Et je vois que sa photo de profil, c'est la photo de mon oncle. Et au même moment, elle me dit ouais, je dois te dire quelque chose. Je lui dis, je dis non, non. Elle me dit, ouais, et tout, tonton, il est décédé. Et il faut savoir que c'est
c'est l'oncle de qui... Enfin, ma mère avait 7 frères et sœurs. Ils sont 8 en tout. Et c'est l'oncle de qui j'étais le plus proche. Mais je le considérais comme mon frère, carrément. Genre, c'est pour ça que je dis que c'était aussi plus fort. Parce que c'est quelqu'un qui était une figure aussi pour moi, qui était un exemple qui me soutenait. Et du coup, elle me dit, ouais, et tout, il est décédé. Je voulais pas y croire. Et j'ai eu une réaction, mais complètement différente à la première. À la première, j'étais triste, j'ai pleuré, j'ai continué à pleurer. Après, le deuil maternel s'est passé chez moi. Du coup, je commençais à faire le ménage, j'essayais de m'occuper l'esprit. Là, c'était complètement différent. J'ai pleuré et j'ai commencé à retourner ma chambre. Franchement, je crois que j'ai tout cassé. J'ai retourné, mais complètement. Et j'avais le cœur lourd parce que je me suis dit, je vais devoir l'annoncer à mon père. Et mon père, il était aussi très proche de cet oncle-là. Et du coup, je vais dans la chambre de mon père, je toque, et j'arrive même pas à mettre les mots. Et mon père, il me dit, oui, Joy, je sais. Et du coup, ça m'a limite apaisée parce que je me suis dit, l'apprendre à quelqu'un, enfin, déjà moi-même, ça fait 10 minutes là, j'arrive pas à l'accepter. Comment je peux pouvoir l'annoncer à quelqu'un d'autre? Il me dit oui, je sais. Et du coup, je mets aussi le bazar dans sa chambre. Je tapais tout ce qui, c'était une réaction complètement, mais j'étais en furie parce que c'était un choc et je me suis dit, genre, enfin après, c'est comme un parent, tu te dis, mais non, pas lui, comment? Mais là, j'aimerais dire que c'est différent parce que je vais pas dire que j'étais conditionnée à perdre ma mère, non. Parce que à 16 ans, je connais pas beaucoup les choses, mais tu sais, enfin, t'en connais un peu plus sur la mort. Mais que là, ça arrive à la suite, parce que 4 ans, c'est rien, c'est beaucoup comme c'est rien. J'ai géré ça d'une façon horrible. J'ai été renfermée sur moi-même. Et ça a réveillé un peu la douleur que j'ai vécue avec ma mère. Genre vraiment, c'est carrément quand il y a eu le deuil de ma mère et que il se passait chez moi, les gens, ils venaient. La seule personne que j'attendais pour vraiment pleurer et lâcher vraiment toutes mes émotions, c'était cet oncle-là. Je voyais mes tantes, mes grands-mères, tout ça arriver et tout. Je les accueillais à la porte, tout ça. Mais il manquait quelque chose à mon cœur pour que je puisse vraiment ressortir tout ce que j'avais sur moi-même, la journée même. Et j'attendais. On me dit, ouais, va chercher tel. Et et l'heure où il est arrivé, mais j'ai tellement pleuré, mais genre, j'avais besoin de ce soutien. Et du coup, 4 ans plus tard, on me l'enlève. Pour moi, c'était une dinguerie. Comme on dit, c'était une dinguerie. Et moi, j'ai l'habitude de dire, ouais, j'étais au bout de ma vie. Mais là, vraiment, j'ai vécu ce que c'est d'être au bout de sa vie. Et je le dis, j'ai vécu ça différemment. J'étais renfermée sur moi-même. Pendant 1 à 2 semaines, j'ai vu aucun de mes frères et sœurs. Je sortais de ma chambre pour aller prendre ma douche. Moi, je mangeais même pas avec eux. Soit je mangeais dehors ou, bref, je trouvais une solution, mais je ne sortais pas de ma chambre. J'étais renfermée sur moi-même, dans le noir. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux. C'était comme si on m'enlevait pire. On m'avait enlevé ma mère, mais on m'enlevait encore ce qui pouvait rester. Du coup, comme monsieur vous l'avez dit, enfin, une chose en réveille une autre. Et ça, c'était connecté. C'était beaucoup plus dur à gérer. C'est un peu d'émotion quand même. Mais du coup, voilà, on va conclure. Je vais juste te dire un petit mot, Jess. Alors, vous avez dit que j'attendais cet oncle-là pendant le deuil de la maman pour me soutenir. Hein, la personne qui devait me soutenir, qui devait me permettre à évacuer ma souffrance, mes larmes. Cet oncle représentait un soutien, un gros soutien pour vous. Et je pense que le fait de le perdre, hein, c'est comme vous avez des béquilles. Et pendant les 4 ans, vous dites que 4 ans, c'est pas beaucoup, mais ça peut paraître beaucoup aussi, 4 ans dans la vie de quelqu'un. Et je pense que cet oncle vous servait des béquilles. Hein, c'est un peu comme ça. Et puis quand il est parti, c'est aussi comme vous, on vous enlevait les béquilles. Exactement. Vous avez qu'à vous écrouler, n'est-ce pas? Et là, ça vraiment, c'est lourd, hein. Ce que vous dites là. Je sais bien ce que vous avez fait. Je vous vois bien, continuez, puis voilà. Ouais.
Et Cherchez d'autres béquilles. Dans la vie, nous avons des béquilles. Hein. Nous avons tous des béquilles. on a tous des béquilles, Voilà. mais je pense que... Nous tous ici, nous avons des béquilles d'une C'est manière ou sûr. d'une autre. Mais il faut essayer de moins chercher des béquilles physiques et plus spirituelles. Je pense que ça... Bon, Sur je le ne sais- long Moi, pour terme- moi, le spirituel, je suis aussi... Sur le long terme, c'est un soutien un peu plus profond. Chacun prend le béquille que lui convient. C'est vrai. Ouais, moi, je sais pas. Tu vois, parce que, juste pour raconter un truc, c'est que, genre, typiquement, moi, ce qui me fait du bien, c'est quand je passe des bons moments. Ça veut dire que moi, j'aime faire beaucoup d'activités. Donc, je suis quelqu'un, je me rends compte, en fait, c'est que euh, mon papa, quand les gens me parlent de mon papa, ils me disent pas, oh, ton papa, il m'avait acheté un McDonald's, ou ton papa, il m'avait acheté des habits. Non, ils me disent, ah non, ton papa, tu sais quoi, on était une fois allé à un tournoi de foot, ou ton papa, il était venu me chercher quand je suis arrivé d'Afrique, c'est lui qui était venu à la douane nous chercher. J'ai envie de dire, en fait, je me suis rendu compte, en fait, qu'au final, dans la vie, une des choses les plus importantes, c'est avoir des souvenirs. Et il faut créer des souvenirs. Et je pense que une des béquilles que Mossy disait, c'est que je pense que créer des souvenirs, c'est une chose tellement importante avec les personnes que tu aimes. Ça veut dire que c'est pourquoi des fois, je déconseille les gens d'être solitaires, de rester chez eux, d'être angoissés, de dire ouais, je vais faire mon deuil. Non, moi je pense que tu devrais Franchement, c'est la pire chose à faire. prendre l'habitude de faire des activités avec les personnes que tu aimes, histoire que demain, s'il part, tu te dis punaise, c'est vrai, il est parti, mais qu'est-ce qu'on avait rigolé quand on était allé à Barcelone ou qu'on est allé manger au sushi. Je pense que avoir des souvenirs, c'est la chose la plus importante. Mais du coup, Astor, si tu devais donner un conseil à quelqu'un, ce serait ça plutôt? Ouais. C'est de créer des souvenirs. Créer des souvenirs. Je pense que c'est la chose la plus importante. Moi, des souvenirs que j'ai de mon papa, j'en ai plein dans ma tête. Ou simplement m'accompagner au foot. Ça me faisait tellement plaisir et je pense que c'est des trucs que j'oublierai jamais dans ma vie. Et je pense que c'est ça. Même aujourd'hui, on est là, on est assis. Je pense dans 10 ans, je me rappellerai. Et je me disais, purée, on a passé un bon moment ici. Et je pense que créer des souvenirs, c'est une chose tellement importante dans la vie et qu'il faut pas bâcler. Il faut pas penser que, voir mon pote demain, ils veulent qu'on aille manger, c'est chiant. Mais au final, c'est des trucs que tu vas jamais oublier. Donc, c'est des choses que tu dois créer. Parce que si tu les crées pas, finalement, tu n'auras rien. Donc voilà, un peu, créer des souvenirs, ça serait le mot d'ordre. Ouais. Du coup, les souvenirs, on peut les utiliser aussi comme béquilles, donc pour se raccrocher à quelque chose. Certainement. Mais moi, quand je parlais des béquilles, je vois des relations, hein, des relations, le professionnel, le côté professionnel, ça c'est important. Le côté social, donc c'est sortir avec des amis, créer des souvenirs, des choses comme ça. Et aussi des relations intimes, hein, avoir des copains, copines, ça c'est très important aussi, parce qu'avec un copain, une copine, ça vous fait rire. C'est très important, effectivement. Non, ça me peut pas rire. C'est des béquilles, hein. À mon frère Astor. Voilà. Ça, c'est très important dans la vie, parce que ça vous fait avancer avec un jeune homme ou avec une jeune fille. Vous faites vos projets d'avenir, hein. Vous faites des projets, vous avancez ensemble, vous allez loin. Et ça, c'est important comme le béquille. Parce que moi, je suis parent aujourd'hui. Mes enfants sont là. Mais demain, je ne serai pas là. J'ai aussi perdu mon papa il y a 4 ans aussi. Donc, voilà. La vie, elle est faite comme ça. Il y en a qui vont partir. Et vous êtes appelés demain à créer vos foyers, vos enfants. Et ça, moi, je trouve que c'est aussi de très bonnes bases, hein, de très bonnes béquilles pour avancer dans la vie. On va pas tomber sur de jeunes filles ou jeunes hommes seulement pour aller boire des bières ou je ne sais pas quoi, ou aller danser, mais vraiment faire des grands projets dans la vie. Nous comptons sur vous, la jeunesse africaine, pour vraiment faire de très bonnes choses dans notre communauté, hein. Je trouve très bien quand je rencontre des jeunes comme vous, on partage un thème, comme on a fait aujourd'hui, très lourd, merci, mais où on a pu discuter ouvertement, hein. On a pu discuter ouvertement et vous donner des idées. C'est pas parce qu'on a connu des situations difficiles dans la vie que la vie doit s'arrêter. Non. Au contraire, les gens qui n'ont pas connu des situations difficiles dans leur vie ne sont pas formés
bien dans leur caractère ou leur personnalité. Les gens qui connaissent des situations difficiles, c'est avec des mauvaises expériences ou des expériences difficiles qu'on se forge. Hein? Donc, prenez ça, hein? Prenons nos expériences difficiles de deuil ou autres pour vraiment avancer. Hein? Moi, je suis un vieux Africain. J'ai croisé une jeune fille, elle est bien, une petite fille. Pourquoi vous rigolez? C'est un vieux. Non, t'es très jeune. Oui. Bon, j'ai croisé une jeune fille de Bienne, on n'est pas là pour citer les noms des gens, et j'avais pas, ça fait une année que son père est mort, tu dois te rappeler, et ça, je l'avais plus vu avec sa maman, puis un jour je les ai croisés, je crois 6 mois après, au centre-ville, parce que mon cabinet est au centre-ville, et puis je leur ai présenté mes condoléances, rigolé, et j'ai dit à cette jeune fille, euh, devant sa maman, je dis, c'est là où je voulais venir à la croyance africaine. J'ai dit que nous, les Africains, nous croyons à la présence de nos morts auprès de nous. Vos parents qui sont partis, nos parents qui sont partis, moi, nous, les Africains, nous croyons qu'ils sont là. Ils nous guettent. Ils nous regardent. Ils sont fiers de nous si nous faisons ce qu'ils nous ont laissé comme ligne. Ils ne sont pas fiers de nous. Nous faisons leur honte en disant, si nous ne faisons pas ce qu'ils nous ont laissé comme ligne. Ça, j'aimerais vraiment que vous pensez à ça. C'est chaque culture a sa croyance. Hein? Nous sommes des Africains et nous croyons à la présence des morts. Ils sont là. D'accord? J'aimerais que vous preniez ça un peu comme... ils sont là, les parents, hein, avec nous. Alors, je crois, messieurs, dames, qu'on va finir sur cette note positive, qui pour moi est très positive et qui en plus fait un lien avec la culture. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, étant donné que c'était pour moi très complet et très instructif, très constructif aussi. J'espère que ça vous a fait du bien de pouvoir parler aussi et que vous vous êtes sentis aussi utile aussi pour les autres, parce que voilà, on est là aussi pour aider les autres. Sur ce, je vais vous dire au revoir, on va vous laisser. C'était votre émission Qui dit vrai. Prenez soin de vous. Enfin, disons, est-ce que tu arrives toujours à aller rendre visite à ta maman au cimetière de temps à autre, ou c'est quelque chose que tu arrives pas forcément à faire? Ben, actuellement, jusqu'aujourd'hui, de mes 24 ans, je suis allée 3 fois, grand max, au cimetière. La première année, quand ça a fait 1 an, j'ai voulu aller au cimetière et j'hésitais à aller seule, à aller avec quelqu'un. J'étais un peu partagée et finalement, j'y suis allée seule. Et c'est l'une des pires décisions de ma vie que j'ai prises parce que je suis arrivée au cimetière, déjà, j'étais pas bien. Et j'arrive devant la tombe et il faut savoir que sur la tombe, il y a une photo. Et il y a une période de ma vie où j'avais enlevé il y avait plus de photos de ma mère chez moi. Et du coup, de voir la photo, j'ai commencé à pleurer, mais tu sais, quand tu pleures, t'es en crise d'angoisse carrément, t'es pas bien. Et du coup, j'ai même pas réussi à sortir du cimetière. Il fallait qu'on vienne me chercher. Du coup, j'ai appelé une de mes yayas et un de mon cousin. Et mon cousin, il est venu me récupérer. J'étais là en pleurs par terre comme je sais pas quoi. Et du coup, j'ai eu du mal. L'année d'après, j'y suis pas retournée. Aux 3 ans, j'y suis allée. Et là, je suis allée avec ma meilleure amie d'enfance. Et c'était dur, mais limite, elle pleurait plus que moi parce que ma mère, c'était un peu aussi comme sa mère. Mais c'était dur, mais c'était différent. Et j'ai eu à assister à un deuil aussi, à des funérailles, pardon. Et c'est quelqu'un que je connaissais bien, c'est un jeune, et il est enterré juste à côté de ma mère. Et du coup, moi, au début, quand je suis rentrée dans le cimetière, j'étais là en mode « Ah, tranquille, c'est bon ». J'étais triste, mais je pensais pas au fait que ma mère aussi, elle est enterrée ici. Et du coup, on arrive, on avance, et on se rend vraiment près. Et je me rends compte, je dis « Mais c'est là ». Et je tourne la tête, je vois qu'ils sont à 2 tombes près. Et genre, ça m'a fait chaud au cœur en même temps, mais ça m'a rendu triste. Mais du coup, aller au cimetière, c'est pas quelque chose que
que j'aime faire. C'est pas un... Pour moi, ça représente rien. C'est là où j'ai laissé le corps. L'âme, elle est partie, l'âme, elle est montée. Tu vois, genre, j'ai pas envie de m'attacher à ça ou à me dire que... Même des fois, mon grand-père, il me dit, ouais, et tout, est-ce que tu vas prendre soin de la tombe, tu vas changer les fleurs, nanana, et tout. Non, tu sais, je fais genre, ouais, je vais passer, mais c'est mort. J'ai pas l'envie. Pour moi, pas, je vais pas dire que ça représente rien, mais je me sens pas de me lever ce jour-là et d'aller. Et pour moi, non. J'ai laissé le corps partir, j'ai laissé l'âme monter et je me contente de ça. Et toi, je te retourne la question. Est-ce que tu te rends souvent au cimetière? Est-ce que tu l'as déjà fait? Je suis allé 3 fois dans ma vie. Je suis allé en 2007. Ok. Enfin, 3 fois visiter mon papa. Je suis allé en 2007 lorsqu'on l'a enterré. Je suis allé une année après, en 2008, parce que c'était un an après son décès, on est tous allés, la famille. Et après, la troisième fois où je suis allé, c'était en 2019. Et c'est la première fois. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Mais là, c'était la première fois de ma vie que je pleure pour mon père. Et c'était justement, en fait, quand je suis arrivé au cimetière, quand je suis arrivé, je vois son nom. En fait, je me dis, ah ouais, en fait, c'est réel, en fait, tu vois. Parce que j'ai toujours pensé que tôt ou tard, à un moment donné, il allait revenir, tu vois. Tu vois, au final, on grandit, mais on garde toujours une âme d'enfant. Et j'espérais quand même qu'il y ait, tu vois, une surprise tout d'un coup et qu'il réapparaisse, tu vois. Et puis, voilà, en voyant son nom sur cette pierre-là, je me suis dit, ouais, il est vraiment parti. Et c'est là où je me suis mis à pleurer, tu vois. Et donc, c'est mon histoire. C'était la mienne.